Au sein de notre parti, il m'a souvent été reproché de sombrer dans la déviation occidentale. Chaque fois que je donnais mon avis sur la bonne marche du parti, il m'a été invariablement répondu que mes points de vue étaient une source de confusion parce que fortement entachés d'occidentalisme. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a reproché d'avoir oublié mes racines culturelles et d'avoir épousé la pensée occidentale. Je ressens aujourd'hui mon retour au pays davantage comme une obligation que comme un désir profond. J'essaie de chasser mes mauvaises pensées individualistes. Après toutes ces années de guerre, le pays sera à genoux et il ne restera pas grand-chose de solide. Il aura besoin de toutes les énergies disponibles pour se redresser. C'est un rendez-vous qu'il serait criminel de rater. Mais je ne souhaite plus revenir en arrière. Je suis un nomade qui ne sait plus se diriger. Si je n'avais pas découvert l'Europe, je n'en serais pas là, à me torturer l'esprit. Je ne peux pas faire semblant d'ignorer ce que je suis devenu à son contact. J'ai pris goût à de nouvelles choses, mais j'y ai perdu aussi bien des rêves. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, je n'avais qu'une idée en tête, retourner chez moi. Une force irrésistible me poussait à rentrer. La guerre de libération n'est qu'une périphérie, ou n'est qu'une péripétie. Nous sommes dans une situation où tout doit être inventé. Nous avons à construire, plus qu'un pays, une identité. Depuis que mes enfants sont en âge d'apprendre, c'est devenu pour moi un véritable calvaire. Je me demande toujours quel héritage humain je pourrais bien leur laisser. Tout ce que j'ai acquis ne me sert pas à grand-chose. Comment veux-tu, dès lors, que je le transmette? Tu prêches par pessimisme, car nous avons quand même une histoire. La question n'est pas de savoir si on possède quelque chose ou pas. Le problème est de savoir si ce que nous détenons est utilisable ou pas. Et moi, j'affirme que ça ne l'est pas. Il nous arrive souvent de veiller tard le soir avec le vieux couple. Durant ces longues soirées agréables et reposantes, nous sommes menés parfois à expliquer les raisons qui nous ont amenés à demander l'indépendance de notre pays. Il est surprenant de noter à quel point les événements d'Algérie leur semblent lointains, pour ne pas dire étrangers, à leurs préoccupations quotidiennes. Je suppose que si j'avais été leur fils, je n'aurais sans doute jamais appris que des événements graves se déroulent en France. Ils ne s'intéressent qu'aux problèmes liés directement à leur activité professionnelle et aux biens qu'ils légueront à leur nièce. Pour le reste, ils s'en remettent à l'opinion du curé de leur paroisse. Djilali et moi sommes frappés par la forte ressemblance avec la vie de nos douars. Ces deux personnes vivent au rythme des saisons. Les variations des prix agricoles, phénomène autrement important pour eux, font à peine monter leur passion. Les rares fois où ils abordent un sujet grave, c'est uniquement dans le but de chercher le meilleur moyen d'être en règle avec leur conscience. Ce sont des gens paisibles, heureux de vivre ensemble. Ils n'invitent personne, à part les nouvelles rapportées par leur nièce, qu'ils écoutent poliment, parce que c'est Liliane. L'actualité de ce monde occupe peu de place dans leur vie. Et le monde commence là où s'arrête leur terre. Le vieil homme, par exemple, conduit une voiture sans permis et sans assurance. Et il n'imagine pas une seconde qu'on puisse lui causer des ennuis pour cela. Il se sent en infraction devant la loi autant que s'il omet de déclarer au fisc la vente d'une poule. En vivant parmi eux, je comprends parfaitement leur état d'esprit. Leur petit univers leur apporte toutes les satisfactions souhaitées et ils n'en demandent pas davantage. Il faut beaucoup plus que la présence de terroristes chez eux pour bousculer leurs habitudes.
Je crois même qu'il faut plus qu'une guerre pour éveiller leur intérêt au monde extérieur. Ils ont traversé toute la période de l'occupation allemande sans se soucier outre mesure de la guerre. Mis à part le fait qu'ils avaient réduit leur présence sur les marchés de la région à une fois par mois, et cela uniquement par souci de ne pas brader leurs produits aux troupes allemandes. Le vieux couple ne s'est pas estimé concerné par le conflit. Tout compte fait, ils ont réalisé de bonnes affaires durant l'occupation. Les commerçants venaient de tous les coins de la région, surtout de Salon, pour s'approvisionner chez eux. Pour la circonstance, ils avaient fait bâtir une immense cave juste au-dessous d'un cabanon situé à 200 mètres de la ferme. Là, ils avaient entreposé les produits de la ferme pour être sûrs de ne pas se les faire réquisitionner par les troupes d'occupation. Cette cave, toujours en parfait état, est régulièrement entretenue car le vieux couple redoute encore une nouvelle occupation. Des troupes russes cette fois. Ce qui nous épate, c'est leur insouciance face au danger. Pendant la guerre, leur cave a servi à entreposer un véritable arsenal militaire, sans compter le défilé permanent de résistants qui venaient s'y cacher. Aujourd'hui, ils hébergent, au vu et au su de tout le monde, deux felagas recherchés par la police, et ils n'ont pas changé pour autant leur habitude d'un iota. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas surprenant. L'endroit est à l'écart de tout grand axe routier, et la ferme est au fond d'une région enclavée. On y vit sagement hors du temps, dissimulé par une barrière naturelle qui a le pouvoir de filtrer l'agitation extérieure. C'est si vrai qu'à 3 reprises, les gendarmes sont venus à la ferme. Il est difficile de deviner si c'était pour y faire des achats ou pour les nécessités d'une enquête. Si à chacune de ces visites nous avons eu peur, nous n'avons rien eu à redouter. Nous supposons que la première fois les gendarmes se sont renseignés sur les motifs de notre présence et nous ignorons ce qui a été dit. Les gendarmes ne nous ont pas inquiétés, même si notre présence les a un peu étonnés. Par un beau matin de printemps, alors que le vieil homme et moi sommes au champ, nous entendons sa femme nous appeler. « Ne crie pas si fort, la Madeleine. On va t'entendre de Marseille, » lui dit son mari. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Liliane est là. Elle apporte des nouvelles importantes pour nos amis. Elle ne pensait pas si bien dire. Djilali est debout, près de Liliane, à l'entrée de la ferme. Il jubile. Il danse presque de joie. « Ça y est, » déclare triomphalement Liliane. Ils ont signé les accords d'Évian. Cessez-le-feu. C'est le cessez-le-feu. Vous êtes indépendants, vous êtes libres. Maintenant, me dit Djilali, nous pouvons rentrer chez nous à Marseille. Quelques jours plus tard, nous quittons la ferme. Nous avons terminé les travaux en cours et il ne reste plus qu'à prendre congé de nos amis. Nous laissons derrière nous des gens remarquables qui nous ont hébergés comme ils l'auraient fait pour leurs propres enfants. Ils nous ont soustraits à une justice aveugle et nous ont sauvé la vie. Le général de Gaulle soumet les accords d'Évian à l'approbation du peuple français. Les élections doivent avoir lieu au mois d'avril. Nous sommes à 15 jours du scrutin quand je reçois la visite inattendue de M. Marcel. Il est venu chez moi à l'improviste alors que je pensais ne plus jamais le revoir. Cela me fait drôle de le rencontrer à Marseille. Je trouve que ce n'est pas sa place. Je ne parviens pas à l'associer avec la France. Il y a des gens comme ça. Je ne le vois pas en France, estimant qu'il ne cadre pas avec le décor. Sans savoir pourquoi, je pense que M. Marcel fait partie de ceux-là. Il m'invite à dîner en sa compagnie, ce que j'accepte volontiers. M. Marcel est malgré tout quelqu'un de chez nous. Le premier sentiment que j'ai en l'écoutant parler, c'est qu'il se prépare à mener une autre vie. Il fait ses adieux au temps présent. L'intuition me souffle à l'oreille
qu'il s'attendait depuis longtemps aux accords entre le FLN et le gouvernement français. Il est doté d'une très forte personnalité, mais ce n'est pas le genre d'homme à rester sur une défaite. Le goût du pouvoir est un élément trop dominant dans son caractère pour qu'il accepte la fatalité. Mais je n'ai aucune idée de ses projets. L'indépendance de l'Algérie va bouleverser son existence. Le FLN n'a-t-il pas affirmé qu'il mènera une politique socialiste? Dans ces conditions, M. Marcel sera conduit tôt ou tard à composer avec le parti quant au maintien de ces immenses terres. Et il n'est pas homme à se soumettre. Vous êtes assuré d'obtenir l'indépendance maintenant, me dit-il d'un air désabusé. Que vas-tu faire à présent? Je retourne au pays. On va avoir besoin de moi. Tu as une idée de ce que tu vas faire? Pas encore. C'est tellement inespéré. Et vous, monsieur Marcel? Je pars. Je quitte le navire avant qu'il ne sombre. Vous abandonnez votre ferme? Vous n'attendez pas le résultat des élections? À quoi bon? Me dit-il tristement. Les négociations se sont déroulées sur notre dos. Cette ordure de Gaulle nous a lâchés. Et les Français voteront oui, car ce sont tous des veaux. Ils ne comprennent rien aux affaires algériennes. Mais personne ne vous oblige à partir. On voit que tu n'as pas vécu ces dernières années au pays, mon petit Youssef. Maintenant, ça va être l'heure des règlements de compte. De part et d'autre, nous sommes allés trop loin. Il ne sera plus possible de recoller les morceaux. Moi-même, j'ai aidé l'OAS dans ses actions de représailles. Et tout le pays le sait. Je m'en suis jamais caché d'ailleurs. En fin de compte, l'indépendance fait le jeu de Moscou et de la juivaille internationale. Vous ne pouvez pas dire cela, monsieur Marcel. Nous aspirions à une vie meilleure et vous nous avez opposé que des barreaux. Monsieur Marcel médite un moment avant de me répondre. Nous n'allons pas nous disputer aujourd'hui, mon petit Youssef. Ce serait trop ridicule. De toute façon, je ne suis pas venu te voir pour ça. Dans une semaine, je serai loin d'ici, très loin. Je quitte l'Algérie et ce pays de traîtres et de lâches pour aller à l'autre bout de la terre, en Australie. J'ai acheté une ferme et je vais tout recommencer à zéro. Tu sais que je me suis remariée? Non, monsieur Marcel. Eh bien, oui, je me suis remariée avec une fille bien de chez nous. C'est la fille de Benaïssa, mon cuistot. Tu le connais d'ailleurs. Il est du douar des Ouled Rahman. Elle, je sais qu'elle ne fera pas de cinéma chaque matin en se levant. Les Européennes ne sont pas pour des gens comme nous, mon petit Youssef. Elle ne nous apporte que des ennuis et des problèmes de bonne sœur. Nous, il nous faut des femmes, des vraies, de celles qui ne discutent jamais la décision de l'homme. Pourquoi vous n'allez pas en France? Il y a de bonnes terres dans la région, meilleures que les nôtres. Qu'est-ce que tu racontes, mon petit Youssef? Alors toi aussi, ils t'ont tourné la tête? Meilleur que l'Algérie? Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais, tu entends? Nous avons le plus beau pays de la terre. Et tu me parles de ces Français qui n'ont pas de parole, qui n'ont rien dans le pantalon. Tu as déjà oublié comment est fait le pays pour parler comme ça? Tu as oublié que je laisse le paradis derrière moi? Oui, le paradis. Tu connais quelqu'un ici qui avait une ferme comparable à la mienne? Ne cherche pas. Tu n'en trouveras aucune qui y arrive à la cheville. On vivait dans un rêve. Et tu veux que je vienne en France? Et l'honneur des gens de chez nous, ça aussi tu l'as oublié, mon petit Youssef. Toi que j'ai vu grandir, tu veux que je vienne ici montrer à tous de quelle façon j'ai baissé mon pantalon? Jamais, jamais je ne m'humilierai devant ces fils de traînée. Jamais. Et après 2 ans et demi, avec quelques propriétaires, on s'est mis à la recherche d'un point de chute. Nous savions qu'un jour ou l'autre, ça se terminerait mal. Nous avons eu raison. L'Algérie va devenir indépendante. Tu te rends compte?
notre merveilleux pays livré sur un plateau d'argent aux bolcheviks et aux juifs. De Gaulle, si je le tenais, celui-là. Certains de mes amis ont choisi l'Amérique latine. D'autres, comme moi, ont préféré l'Australie. C'est un pays de colons, un pays neuf. Et puis Algérie, Australie, ça se ressemble. Mon père était un colon, je suis un colon. Il y a 3 mois, j'ai transféré tout mon argent là-bas. Une grande ferme m'attend. Je l'ai visitée il y a 6 mois. Elle n'est pas aussi belle que la mienne. Elle ne le sera peut-être jamais. Mais j'en construirai une aussi agréable. J'ai acheté de grandes terres et je ferai de l'élevage de moutons, comme au pays. Avant de partir, j'avais décidé de tout détruire. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Après tout, l'Algérie est mon pays. Et je ne voulais rien saboter. Nous étions comme des frères, n'est-ce pas, mon petit Youssef? Bien entendu, monsieur Marcel. J'ai donné les terres près de votre douar à ton oncle. Il méritait bien ça, Rabat, car lui au moins c'est un homme, un vrai. Le restant de mes terres, je te les lègue, la ferme aussi. À moi? Oui, à toi, mon petit Youssef. Tu sais, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas rancunier. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous vous êtes soulevé contre nous alors que nous sommes faits pour nous entendre. On aurait pu trouver un arrangement sans mettre au milieu des étrangers. Le destin en a décidé autrement. Nous sommes des impulsifs, des sentimentaux. Et nous avons voulu jouer plus vite que la musique. Nous ne savons pas raisonner comme les Français. Chez nous, tu sais, nous avons le sang chaud. On aime ou on n'aime pas. C'est tout ou rien. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.